Merci à vous quatre pour ces interventions très intéressantes qui montrent en tout cas de façon, d'une part, au niveau d'une institution, ce qu'on peut faire, et puis de façon très concrète dans un service ou un secteur donné, ce qu'on peut faire aussi. On a eu quelques questions qui ont défilé, je vous les pose et puis après on fera circuler un micro dans la salle puisqu'on a un petit quart d'heure là avant la pause pour les questions. Il y a une première question, il y a deux questions autour de qu'est-ce qui est dans les DRG ou pas. Donc on va peut-être commencer par ces deux questions-là. Comment les réinterventions sont-elles documentées dans les DRG? Donc je ne sais pas si Catherine ou Monsieur Honner voulaient répondre. Et puis de la même façon, comment les soins d'éducation thérapeutique aux patients, d'abord est-ce qu'ils sont considérés dans les DRG et comment est-ce qu'ils sont considérés? Donc on a deux questions autour de est-ce qu'il y a un financement pour les réinterventions ou bien comment est-ce qu'on tient compte des réinterventions dans les DRG? Et puis il y a une question autour de l'enseignement thérapeutique. Je ne sais pas si un de vous deux veut répondre. Après, on vous demandera en Belgique si vous êtes au courant comment c'est financé ici Salé, parce qu'on voit que c'est assez différent quand même le système. Je vous en prie. Il faut peut-être juste pousser sur le bouton. Allez-y. Au niveau des réadmissions, des réopérations potentiellement évitables, au niveau des réadmissions, la problématique est que si on revient dans les 18 jours, il y a une fusion de séjours, donc il faut les éviter au maximum. Après, l'impact, il est au niveau de l'augmentation de la durée moyenne de séjour. Vous allez vous faire exploser les oreilles. Et à ce niveau-là, il faut avoir la durée moyenne de séjour la plus courte et la plus adaptée possible. Donc tout ce qu'on a vu en termes de processus a un impact important sur l'entrée et surtout sur la sortie du patient. Donc c'est surtout sur cette partie-là qu'il faut travailler. On est plutôt aujourd'hui avec un système pénalisant s'il y a des réinterventions pour le même patient, pour la même pathologie. Absolument. Le système de financement, en fait, pénalise les réinterventions qu'on aurait pu éviter. Absolument. Merci. Sur l'enseignement thérapeutique, je ne sais pas, Catherine, ou je ne sais pas. Toi, tu ne veux pas répondre, Catherine. Il marche comme ça? Oui, il faut parler. Pardon. Rien à presser, ok. Non, l'enseignement thérapeutique, il n'a aucun impact sur le DRG. C'est du temps qui est passé auprès du patient, qui est peut-être bien investi pour l'équipe soignante si on peut éviter après des réinterventions, mais on ne va pas gagner plus si on travaille sur ce côté-là. Par contre, ça peut éviter des coûts. Ouais. Donc c'est un effet indirect. Merci. Puis je ne sais pas du côté belge si vous avez des informations sur ces sujets-là. Pas vraiment, non. Non, moi je n'ai pas de commentaires à rajouter. D'accord. Merci. Alors j'ai une question pour vous. Gardez bien le micro, j'ai une question pour vous. Donc vous avez montré comment, du côté médical, on s'empare de ce sujet-là, hein, donc la non-qualité plutôt, ou en tout cas des problématiques autour de la prévention de certaines complications au niveau de l'intervention peuvent également entraîner une question sur les coûts. Qu'est-ce qui pousse les médecins? Qu'est-ce qui pousse les médecins? C'est une question qui a été donnée. Hein. Qu'est-ce qui pousse les médecins à se lancer dans ce genre de réflexion-là? Vous personnellement, ou vos équipes, pourquoi tout d'un coup vous vous êtes dit faut que je fasse quelque chose là-dessus? Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à ça. Certainement de l'interaction qu'on a et la qualité de cette interaction, c'est-à-dire se rencontrer. Se rencontrer, alors évidemment que l'essence même de notre travail de médecin, mais de soignants en général dans les hôpitaux, nous pousse évidemment notre qualité de professionnel et parce qu'on essaye de bien faire le travail, de progresser dans la qualité des soins qu'on offre. Mais c'est essentiellement la rencontre qui permet de se rendre compte quels outils sont possibles, quels outils sont disponibles et la manière dont on peut échanger les informations pour avancer. Après, c'est évident que chaque médecin dans sa propre pratique va être plus ou moins intéressé par certaines facettes de la qualité et sa propre définition de la qualité qui est parfois, qui dépend du point de vue qu'il adopte. Mais alors, dans mon cas comme anesthésiste réanimateur, c'est évident que la casquette de chef de bloc opératoire et donc de gestionnaire me donne l'opportunité
d'avoir un œil sur des programmes qualité et donc, bon, comme conséquence relativement immédiate aussi sur une prise en compte de la nécessaire efficience qu'on doit rechercher dans notre pratique. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais qu'il faut se parler, qu'il faut collaborer et à tout prix éviter de rester isolé dans sa pratique parce que ça rend le questionnement des pratiques d'autant plus difficile. Merci. Je vous propose peut-être de garder le micro. Il y a une autre question qui était de... J'essaie de les noter au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Mais la question, c'était, donc jusqu'à présent, vos interventions étaient plutôt sur la qualité sécurité du patient, qualité sécurité et la qualité un peu intrinsèque des soins. Et puis, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais qu'en est-il de la qualité perçue par le patient? Est-ce qu'on peut aussi faire ce genre de lien entre la qualité telle qu'elle est perçue par le patient et les problématiques de coût? Sachant que jusqu'à présent, on a plutôt parlé de la qualité, je dirais, intrinsèque des soins. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse à cette question, qui est hyper importante aussi. Hein. Oui, bien sûr, elle est fondamentale et c'est finalement pour ça qu'on travaille. C'est pour que le projet médical finalement corresponde à l'accomplissement du projet du patient et à l'amélioration de son état de santé et donc de son bien-être. Donc c'est évident que les indicateurs idéaux ou dans le panel d'indicateurs idéal qu'on pourrait imaginer, la place des indicateurs apportés par le patient est fondamentale. Alors, ça c'est la réponse facile. La réponse plus pragmatique, c'est de reconnaître qu'a-t-on aujourd'hui comme indicateur apporté par le patient à présenter, et je n'en avais pas à vous présenter. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, on a des enquêtes de satisfaction, et évidemment, on a des cellules qualité qui nous rapportent régulièrement ces indicateurs-là, mais on a encore beaucoup à faire. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, mais on est bien d'accord qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Et là-dedans, l'apport des médecins est important parce qu'ils sont au contact des patients, mais de nouveau, le dialogue avec les cellules qualité, avec les gestionnaires, est fondamental parce qu'il faut absolument pousser les médecins à progresser dans la définition des indicateurs qui sont pertinents, qui sont relevants, pour que la collecte de ces indicateurs-là soit possible et puis que l'interprétation soit acceptée et qu'elle aboutisse finalement à une amélioration des pratiques aussi et pas uniquement à des chiffres satisfaisants ou moins satisfaisants selon le point de vue dans lequel on se place. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mme Fillet voulait rajouter quelque chose sur cette question-là. Non? Alors, il y a peut-être une question, je pense je vais vous la poser à vous. Quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on sait qu'on prescrit juste du point de vue du patient et pas uniquement du point de vue du financier? C'est une vaste question et je n'ai pas la réponse. Le patient, prescrire juste pour lui, c'est surtout prescrire ce qu'il faut pour qu'on puisse le prendre en charge de manière correcte. Et je ne crois pas qu'il ait une perception. Il fait confiance dans une certaine mesure à son médecin. C'est vrai qu'Internet va peut-être lui suggérer de prescrire certaines choses, mais ce n'est pas lui qui fait les prescriptions. Donc là, je ne crois pas qu'on puisse mettre ça en relation avec le financier. Mais je pense que ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas qui a posé cette question en fait, mais il me semble que ce qu'il y a derrière cette question, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer, ce que vous avez montré, hein, en faisant des panels d'ordre ou des set orders de prescription, qu'on ne doit pas détériorer peut-être l'état clinique du patient, que finalement ça ne va pas avoir un effet négatif sur le patient. Je pense que c'était ça, je ne sais pas qui a posé la question, s'il veut expliquer, mais mon sentiment c'est qu'il y a ça derrière cette question-là, parce que vous nous montrez que, comme en Belgique, si j'ai bien compris, vous avez des financements qui sont basés sur des moyennes de prescription par hôpitaux, donc les hôpitaux qui sont au-dessus de la moyenne, ils ne sont pas financés, ceux qui sont en dessous de la moyenne, ils sont trop financés, mais finalement est-ce que la moyenne est bonne? J'ai le sentiment que c'est un peu ça derrière la question. Et puis est-ce qu'elle est bonne d'un point de vue de la prise en charge clinique du patient?
Alors, si on prend le cas de la cholécystectomie, quand on a regardé un peu la bio qui était prescrite, on s'est rendu compte que chez pas mal de patients, plus ou moins 2 tiers des patients, on prescrivait d'office un ensemencement bactériaux au niveau de la plaie et du liquide. Et donc, on s'est demandé est-ce que c'est pertinent ou pas, puisque 70 à 80% de ces ensemencements revenaient négatifs. Et donc, c'est une des premières choses qu'on a retirées. C'est retirer cette chose assez systématique pour ne plus que la prescrire dans les cas précis où il y avait de fortes suspicions. Et donc ça pourrait être un indicateur, c'est ça qu'on doit continuer à mettre en place aussi, on prescrit mieux, mais continuer à avoir des outcomes cliniques, voir si on a eu plus d'infections, si on n'a pas plus eu des réadmissions parce que infection. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit maintenant mettre en place, mais on est au début du processus d'analyse. D'accord, merci beaucoup. Et puis, il y a encore une question. Après, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, si des personnes souhaitent qu'on fasse circuler un micro parce qu'ils souhaiteraient encore poser une question. J'en ai encore une qui a défilé, mais qui est aussi une question énorme. On parle de qualité et de coût, et puis on sait que la demande en soins, elle augmente. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait face à l'évolution constante de la demande des patients? Comment est-ce qu'on introduit cet aspect-là dans l'équation déjà pas facile entre coût et qualité? Je ne sais pas qui veut commencer à, à répondre. Allez-y, lancez-vous. Peut-être. La question, elle est peut-être aussi sur les évaluations économiques, médico-économiques. Donc, on a l'habitude, ou on commence à avoir l'habitude de faire des évaluations médico-économiques sur des problématiques d'implants. La question se pose également en termes d'évolution des pratiques, de voir de quelle manière on peut introduire ce type d'évaluation pour voir avant, après, et également, alors ce qui est plus difficile à évaluer, c'est l'outcome à la sortie de l'hôpital ou au-delà de l'hôpital, vu qu'on a une vision très auto-centrée sur le fonctionnement au niveau de l'hôpital. Mais déjà, rien qu'à ce niveau-là, je pense que avant de changer de pratique, de se poser la question, c'est comme quand on fait une modification de processus, c'est de se dire, on a entendu en introduction du côté industriel des choses, dans l'industrie, une partie de mon expérience industrielle fait qu'on ne change pas de processus avant de s'être posé la question de l'impact de ce processus en termes d'optimisation et en termes de coût. Donc je pense que ce côté-là permettrait d'avoir une vision à ce niveau-là. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet. Alors, il y a une dernière question qui vient de défiler. Je vous ai pas des questions faciles, hein. Qui est autour des charges salariales, si je l'ai bien lu au fur et à mesure qu'elle passait. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif sur la diminution des charges salariales dans toutes ces démarches-là, sachant que c'est... voilà. Non, c'est pas celle-là. Sachant que c'est une partie très importante des coûts des hôpitaux. Alors, je sais qu'à OHUG, c'est 75%. Au CHUV, je ne sais pas, vous êtes à peu près au même niveau. En Belgique, je pense que c'est peut-être un peu moins. Donc, est-ce qu'on a aussi des démarches qui permettent de travailler sur ces coûts-là? En tout cas, les démarches qui doivent être mises en place, c'est l'adéquation des ressources par rapport à ce qu'il y a à réaliser. Donc, les projets en lien avec les dotations, les questions de temps à disposition, la manière de mettre à disposition de plateaux techniques ou des lits ou les ouvertures par rapport à la capacité à répondre à la demande, permettent d'avoir à ce niveau-là une vision, ou également tout le travail de transversalisation pour se dire, ok, je ne regarde plus forcément dans mon silo, mais potentiellement j'ai une disponibilité à mettre à disposition de mon collègue de la porte de gauche ou de la porte de droite, de manière à se retrouver à ne pas rajouter chaque fois des couches au millefeuille lorsqu'on a besoin de réaliser de nouvelles prestations, ou de se poser simplement la question, comment est-ce que je peux faire autrement avec les dotations que j'ai aujourd'hui pour mieux répondre à la demande ou répondre à la demande qui arrive, et se concentrer sur le core business. Et ça, ce sont des éléments d'évaluation qui sont importants. Souvent, on ne se pose plus tellement la question, il y a une nouvelle prestation qui arrive, on rajoute une couche, on demande les dotations, et ça a un impact important en termes de coûts, au niveau du coût de la santé de manière générale. Bien sûr. Merci, je vous en prie. Pour le médecin, c'est évident que l'amélioration de l'outcome et donc la réduction de l'incidence de complications
a un impact direct sur le coût de la prise en charge, et en particulier le temps soignant et médical qui va devoir être investi dans la gestion de ces complications. Ça, c'est évident. Maintenant, d'autre part, si on peut avoir des indicateurs d'outcome, non seulement pour améliorer l'évolution post-opératoire, par exemple, et réduire l'incidence de complications, on peut très bien aussi utiliser ces indicateurs d'outcome, comme on l'a dit, pour maintenir une qualité équivalente, tout en simplifiant les processus de prise en charge en amont et en réduisant les coûts, en supprimant des étapes qui sont inutiles, par exemple des analyses de biologie clinique. Mais il y a énormément d'autres processus, y compris de prise en charge médicale, qui ne sont peut-être pas nécessaires ou qui ne sont peut-être plus nécessaires. Merci beaucoup. Catherine, tu voulais intervenir? On fait face inexorablement à une hausse de la demande. Et puis donc le but, ce n'est pas de diminuer les charges, mais de faire plus dans la mesure du possible avec les charges, avec les ressources qu'on a en fait, de ne pas ajouter justement à chaque fois des couches. Et tout ce qui va dans le sens de diminution des durées de séjour, de diminution des réadmissions, des réinterventions, ça permet de dégager des ressources en fait pour les nouveaux cas. Merci. Donc c'est plutôt d'améliorer le montant de charges par cas, plutôt que de dire globalement les charges elles vont diminuer, puisqu'il y a cette demande qui augmente. C'est un peu ça que vous êtes en train de dire. C'est de travailler à améliorer le montant de charges qu'on va allouer à chaque cas, à chaque prise en charge. Ça, puis en optimisant, en se posant les questions au début de quand le patient va sortir. On avait une réflexion avec, dans le cadre d'une formation interne au CHUV où on disait, beaucoup de médecins disent qu'on peut prédire le moment où le patient va sortir, et souvent on n'arrive pas à cette date prévue parce qu'en cours de traitement, on se pose d'autres questions. Et pour redire ce que le professeur a dit, c'est qu'on change parfois un petit détail, mais ce petit détail n'était peut-être pas forcément nécessaire et prolonge la durée moyenne de séjour, donc par effet de bord augmente les coûts. Et mieux on arrive à anticiper, il y a les effets de Pareto, 20% des coûts pour 80% des patients, ou inversement 80% des coûts pour 20% des patients. Il faut savoir sur quoi on veut se concentrer. Merci. Et puis j'ai vu défiler une question, alors je vais essayer de la retenir. Je pense que c'est plus pour Madame Filet, c'est toute la problématique médico-légale autour des examens. Si on fait du prescrire juste, et puis bon, c'est vrai qu'il y a cette pression de plus en plus importante sur les médecins de recours possible de patients. Si on fait du prescrire juste, est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné d'avoir des difficultés en termes médico-légaux parce qu'on n'aurait plus quelque chose qui nous permettrait de prouver que... Comment vous avez traité ça dans votre projet? Donc, comme je l'ai dit, prescrire juste, ce n'est pas nécessairement uniquement prescrire moins, mais ça peut être justement retirer certains paramètres qui ne sont peut-être pas utiles pour en ajouter d'autres qui seraient peut-être plus discriminants ou permettraient éventuellement d'améliorer le pronostic ou autre. La difficulté, évidemment, au niveau de cette question-là, c'est surtout la salle d'urgence, où là, il faut prescrire suffisamment large pour ne pas louper un diagnostic. Dans les pathologies où le diagnostic est déjà fait, c'est nettement plus facile de rester dans un cadre. Mais c'est vrai que la salle d'urgence, il faut leur permettre de pouvoir faire un diagnostic différentiel correct. Donc c'est un équilibre savant à trouver. Merci. Vous voulez intervenir sur le sujet? Le médecin, enfin, je me mets dans la peau du prescripteur, il peut être assuré de deux manières différentes. D'une part, c'est en ayant donc les indicateurs d'outcome et en lui disant « mais tu travailles bien, ne t'en fais pas, tu prescris moins et tes résultats sont meilleurs », ou éventuellement pointer quand il y a un problème, une possibilité d'amélioration aussi. Ça, c'est une chose. L'autre manière, c'est aussi pousser les sociétés scientifiques à s'engager et à protéger les médecins. C'est un exemple, enfin, en particulier pour les prescriptions de biologie clinique en préopératoire qui nous a occupés ces dernières années en Belgique, où la Société belge d'anesthésie a, dans toute une série de cas, confirmé que les examens préopératoires n'étaient pas nécessaires, voire inutiles, et donc généraient un coût et un inconfort pour le patient qui était finalement délétère. Donc là, les sociétés savantes ont certainement un rôle à jouer aussi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première session. Je propose qu'on réapplaudisse nos orateurs. C'était super intéressant.